Donc, la fascination pour l'Orient de Léonard de Vinci est, comme je le disais à l'instant, un sujet relativement peu étudié et pourtant bien documenté dans l'ensemble de ses œuvres. Et pour dresser un petit contexte, je vais vous donner quelques éléments biographiques de la vie de ce maître florentin. Il est né dans un petit village de la région de Florence un samedi 15 avril 1452 et il est le fils d'un homme tout à fait illustre, Messer Piero, qui était un membre de l'élite florentine, notaire, chancelier, ambassadeur de la République et un homme issu de l'aristocratie marchande. Sa mère, tout à l'inverse, est une pauvre femme séduite et engrossée par ce grand personnage de la ville. Et on a beaucoup discuté sur l'identité de cette Catherine, une paysanne du terroir florentin, jusqu'à identifier avec plusieurs Catherines qui sont attestées dans les registres paroissiaux de cette époque, jusqu'à ce qu'une étude en 2006 vienne modifier la vision que l'on avait. C'est une étude dactyloscopie, c'est-à-dire l'étude des empreintes digitales, et Léonard peignait avec toutes sortes de pinceaux, mais peignait également avec ses doigts. Et on a sur ses œuvres près de 200 alors là, il y a quelqu'un qui parle. Bon, je continue, c'est pas grave. Je disais, il y a plus de 200 empreintes digitales sur l'ensemble des œuvres de Léonard qui ont permis de reconstituer à peu près complètement les empreintes digitales de 2 de ses doigts. Et avec ces empreintes digitales, on a pu élaborer la thèse, l'idée, la théorie selon laquelle Catherine serait en fait une esclave importée du Moyen-Orient, de Constantinople, achetée et logée par Piero dans une de ses campagnes florentines. Et si tel était le cas, cela change de manière assez considérable la vision que l'on peut avoir de cette femme, parce que Caterina, si avant d'arriver à Florence est une esclave du Moyen-Orient, ne pouvait pas être une esclave musulmane, parce que la charia, depuis l'époque du califat abbasside, interdit que l'on soumette à l'esclavage les musulmans. Et donc, Caterina était nécessairement une femme chrétienne du Moyen-Orient, c'est-à-dire une grecque, c'est-à-dire une arménienne, caucasienne, éventuellement une juive. En tout cas, à part si vraiment elle est une esclave du Moyen-Orient, elle ne peut pas être musulmane. Et si on accepte cette idée-là, ça permet de comprendre de manière un petit peu plus claire l'intérêt que vous allez voir assez important que Léonard, durant toute sa vie, a témoigné pour les réalités du Proche et du Moyen-Orient. Voilà, donc je continue sans rentrer dans tous les détails de sa vie, mais il a eu une enfance prodige. Il a eu, dès les premières années, dès son enfance, il a témoigné de ce génie assez extraordinaire, ce qui fait que son père, s'il ne l'a jamais reconnu formellement, l'a toujours considéré comme son fils. Et quand il a vu qu'il avait des capacités
pour la peinture, il l'a placé dans l'atelier d'un des grands maîtres de cette époque, Verrocchio. Et il est entré vers 1469 dans l'atelier de Verrocchio. Quelques années après son entrée dans cet atelier, Verrocchio a eu la commande pour le dôme, pour la cathédrale de Pistoia, la très belle Madone au sein que vous avez à gauche, et on voit, selon la tradition médiévale, la Madone qui est assise sur un très beau tapis arménien. Léonard n'a pas participé à la conception de cette toile, mais quelques années après, en 1475, il va participer à une toile extrêmement célèbre qui est le baptême du Christ que vous voyez à droite. Vous voyez Jean-Baptiste, vous voyez le Christ, la conception et la réalisation de l'essentiel de la toile est de Verrocchio, mais comme cela a été d'usage, on laissait les apprentis terminer les parties secondaires. Et un des biographes de Léonard, Vasari, nous explique que le petit angelot qui est entouré de rouge a été terminé par Léonard, jeune homme. Et quand Vasari nous rapporte que quand Verrocchio a découvert la qualité de cet ange et notamment cette splendide chevelure, il s'est rendu compte qu'il ne pourrait jamais arriver à ce niveau-là et il a fait le sermon d'arrêter de peindre. Ça, on ne sait pas forcément si c'est vrai ou pas, mais ce qui est certain, c'est que dès cette époque-là, il a témoigné de capacité pour la peinture tout à fait extraordinaire. De cette époque-là date aussi quelque chose d'assez fabuleux, c'est son écriture, puisque Léonard écrivait parfaitement de droite à gauche, et la totalité de ses écrits sont écrits de cette manière. Ce qui m'amène à vous parler de ses écrits, parce que pour cet homme, Léonard, qui a vécu pendant 50 ans sans femme, sans famille, pour et par la peinture, il a laissé de toute sa vie moins de 20 œuvres, sur lesquelles, pour certaines d'entre elles, on reviendra. Et donc, il y a un grand mystère de qu'est-ce qu'il a fait de tout ce temps. Et ces carnets sont la réponse à ce qui serait par ailleurs un mystère. Parce que, donc là, je reviendrai là-dessus après. Voilà. Donc, ces carnets représentent aujourd'hui quelques 4100 feuillets qui sont répartis entre une dizaine de bibliothèques d'Europe et d'Amérique du Nord. Et ces 4100 feuillets ne représentent qu'une petite partie, la moitié ou le tiers de la totalité des œuvres du maître. Vous avez par exemple au deuxième rang le Codex Atlanticus, qui est un immense codex de 1119 folios, dans lequel on a réuni ceux qui étaient plutôt les dessins plutôt de nature scientifique. On a dans la bibliothèque de l'Institut toute une série de manuscrits, vous voyez, ils sont numérotés de D, E, G, donc de A à M, toute une série de carnets qui étaient des petits carnets dans lesquels Léonard écrivait au fil du temps ses pensées. Il y a des carnets qui sont thématiques, où il a concentré sur un carnet un certain nombre d'éléments, mais la plupart des éléments des carnets et des feuillets épars sont beaucoup plus de thèmes beaucoup plus variés. J'ai utilisé ce site, Leonardo Digitale, qui a depuis une dizaine d'années essayé de scanner la totalité des carnets de Léonard et qui, donc ces carnets, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à manier parce qu'il est mort en confiant à un de ses deux disciples, Francesco Melzi, la totalité de ces carnets. Ces carnets ont été rapportés à Milan vers 1519-1520 et gardés dans la famille de Melzi. Et dans les dernières années du XVIe siècle, un homme peu scrupuleux a récupéré tout ce qui restait des carnets et a essayé de les vendre.
Évidemment, le Codex Atlanticus, avec les dessins les plus intéressants, c'était une partie noble qui s'est bien vendue. Et il y a toute une série d'autres documents, notamment les écrits philosophiques, les écrits où il y avait beaucoup de textes et peu de dessins, ont été assez rapidement perdus dans des circonstances que l'on ne s'explique pas. En tout cas, ces carnets ont comme caractéristique d'être écrits de cette manière particulière, parfaitement à l'envers, de droite à gauche, et sur, vous le verrez tout à l'heure, sur une feuille, une même feuille, un même feuillet, il peut revenir 3, 4, 5 fois, parfois à 25 ans de distance, pour revenir sur un sujet X, alors que l'ensemble de la page est écrit sur un sujet Y. Et donc, c'est d'usage difficile parce qu'on n'a pas de datation, on n'a pas de cohérence. Il voulait, à la fin de sa vie, il voulait classer ses écrits pour faire un certain nombre d'ouvrages, notamment le traité de la peinture qui a été fait par ses successeurs, un traité sur l'eau dont je reparlerai, etc. Mais tout ça, c'est resté lettre morte. Donc, on a une grande masse de documents qui est difficile à lire, qui, depuis 150 ans, est en cours d'édition, mais qui est jusqu'à présent sujet à interprétation. Ce qui fait que sur la plupart des dessins, on n'a pas de certitude. On ne peut que proposer des hypothèses. Donc, dans cet immense océan d'écrits, Léonard nous a laissé plus d'écrits que tous ses contemporains, non imprimés. Dans cet immense océan d'écrits, on va faire un voyage, une enquête dans une des parties les plus originales de sa vie, de ses intérêts, c'est sa relation à l'Orient. Et donc, dans une première partie, je vais vous proposer de voir ce qu'un homme de son temps pouvait connaître de la réalité orientale. Ensuite, on verra dans une seconde partie un point très très intéressant de ses travaux, à savoir tout le travail sur l'architecture. Et dans une troisième partie, on verra un autre aspect tout à fait intéressant et complètement peu connu ou inconnu, qui est la partie sur la géographie et la vision qu'il se donnait de sa présence en Orient, à travers cette géographie largement imaginaire. Je vous dis simplement que sur une partie de ces textes, il y a un certain nombre de chercheurs, notamment le premier grand éditeur des carnets, le docteur Richter, qui dès 1883 a posé la question d'un voyage de Léonard en Orient. Et c'est une vraie grande question, sachant qu'en dehors de son dernier voyage en France, Léonard n'est jamais sorti d'Italie. C'est une question qui a beaucoup divisé les spécialistes. L'édition française que j'utilise de McCurdy lui-même dit qu'il pense vraisemblable que ce voyage ait effectivement eu lieu. La plupart des autres auteurs sont beaucoup plus réservés. Donc, pour ma part, je ne partirai pas sur l'hypothèse d'un voyage réel de Léonard, même si vous verrez au fil des éléments que je vais vous donner, il y a des arguments relativement intéressants dans ce sens-là. Mais l'idée d'un voyage imaginaire semble plus féconde et stimulante. En tout cas, l'Orient du temps de Léonard peut s'appréhender de différentes manières. Léonard, comme je l'ai dit, du fait de sa mère, de sa basse extraction, n'a pas eu une éducation d'un grand notable florentin où il aurait appris le latin et le grec. Langue qu'il a appris très tardivement, autour de la quarantaine et auprès de grandes difficultés. Je vous montrerai une page de ses leçons d'écriture en latin. Et donc, comme il n'avait pas accès aux langues savantes, il a, dès son enfance,
accorder une importance toute particulière à son expérience directe. Et il écrit, je vous mets une des citations sur ce point-là, « Si comme eux, donc comme les gens cultivés, les gens instruits, je n'allègue pas les auteurs antiques notamment, ces choses bien plus grandes et bien plus rares que d'alléguer l'expérience, maîtresse de leur maître. Ils vont gonflés et pompeux, vêtus et parés non de leurs propres travaux, mais de ceux d'autrui, et me contestent les miens. Et ils me méprisent, moi l'inventeur, combien plus blâmables eux, qui ne sont pas inventeurs, mais trompeteurs et récitateurs des œuvres d'autrui. » Et donc, il y a toujours chez Léonard une dialectique, une opposition avec ses contemporains plus instruits que lui, et lui qui part tout au bas de l'échelle, progressivement par son travail acharné, par ses découvertes, va finir par être adulé comme le modèle du grand philosophe. Et donc, c'est un retournement de situation sur lequel je reviendrai dans un instant. En tout cas, l'éducation de tout jeune Florentin de son temps ne pouvait pas faire l'économie de connaître San Miniato. San Miniato est, pour tout Florentin, un symbole du christianisme. Miniato, selon la tradition florentine, est un militaire arménien de Petite Arménie, enrôlé dans l'armée romaine vers le milieu du IIIe siècle, envoyé en Italie et mort au moment de la première persécution générale sous l'empereur Trajandès. La basilique qui lui a été consacrée par les Florentins s'élève sur la petite colline en face de Florence, de l'autre côté de l'Arno. Vous en avez la façade sous les yeux. Et c'est une San Miniato al Monte, comme son nom l'indique, al Monte, c'est-à-dire sur la colline. Et une partie de la colline a été arasée pour construire l'église, mais l'intérieur de l'église est construit sur 3 niveaux. Et pour aller du premier niveau jusqu'à l'autel, il faut monter une succession d'escaliers. Et vous verrez tout à l'heure ce que Léonard a fait de ces escaliers. En tout cas, quand on arrive jusqu'à l'autel, on a au-dessus de l'autel une très très belle mosaïque dont vous avez sur la partie droite la vue générale, le Christ, la Vierge, et de l'autre côté, vous avez Miniato, San Miniatus Rex Armeniae, qui remet au Christ la couronne du martyr. Et donc, cette église, qui est la deuxième église la plus ancienne après le baptistère de Florence, a joué dans l'histoire florentine un rôle très important. Elle est mentionnée par exemple par Dante dans le Purgatoire, et toute une série de grands noms de la Renaissance florentine ont eu une relation personnelle avec San Miniato al Monte. Pour ne donner qu'un exemple, je mentionnerai Michel-Ange qui, en 1529, quelques années, 10 ans après la mort de Léonard, donc Michel-Ange souhaitait proposer d'organiser une fortification particulière au moment de l'arrivée des armées françaises pour protéger San Miniato et pour empêcher ces barbares du Nord de piller cette superbe église. Léonard ne mentionne pas San Miniato nommément dans ses carnets, mais quelque part il fait mieux que ça. La première œuvre qui lui a été commandée, c'est l'Adoration des mages vers 1478, et elle lui a été commandée par le couvent San Donat. Et on a le contrat, c'est un contrat assez modeste, mais malgré tout, Léonard se lance à corps perdu dans la réalisation de cette toile, qui est une adoration des mages, sans plus de détails, mais il veut insérer la Vierge, l'enfant, les rois mages, dans une vaste scène de 63 personnages et insérer donc cette scène biblique dans la réalité locale de Florence. Et vous voyez sur l'esquisse qu'on a une église, là on a une façade, là on a des escaliers. Et on a une dizaine d'esquisses successives
de cette adoration des mages, où on voit que progressivement l'église disparaît et ce sont les escaliers qui la symbolisent, dans la volonté d'ancrer cette œuvre dans la réalité de la dévotion florentine de cette époque. Et cela a été mis en exergue par un des grands spécialistes de Léonard, dont je vous ai mis, Charles Nicolle, dont je vous ai mis une citation sous les yeux. Ces colonnes, ces arcs s'inspirent du presbytère de San Miniato al Monte, la plus ancienne des églises de Florence, après le baptistère, etc. etc. Et cette toile ne sera jamais achevée parce que les délais sont trop courts et il n'arrivera pas à réaliser l'œuvre extraordinaire qu'il projetait. Et il finit par abandonner et tomber pendant 3 mois en dépression. Et cette dépression est relativement bien documentée et est pour moi une clé d'interprétation d'un reproche que l'on fait souvent à Léonard de ne pas achever ses œuvres. S'il n'achève pas, c'est ni parce qu'il est trop perfectionniste, ni parce qu'il est dilettante, mais parce qu'il n'arrive pas à mener les œuvres au degré de perfection qui leur destinait. Et la plupart des œuvres qu'il n'a pas réussi à achever, le Saint Jérôme pénitent, c'est exactement la même chose, il ne les a pas achevées parce qu'il n'est pas arrivé à les hisser au degré qu'il estimait devoir atteindre. Donc, pour terminer sur San Miniato, quand il revient à Florence dans les années 1510, après un grand séjour par Milan, Venise et Mantoue, il a encore une relation personnelle avec San Miniato, puisqu'il est invité à proposer un projet de restauration du campanile et que quelques mois encore, il est consulté pour savoir où mettre le David de Michel-Ange. Et là encore, l'avis qu'il propose n'est pas celui de Michel-Ange, et il y a une petite polémique sur ce point-là. Mais laissons là les polémiques avec Michel-Ange et revenons aux autres saints orientaux, puisque dans cette Italie centro-méridionale, la présence des saints orientaux vénérés dans les cités italiennes est nombreuse. Donc à quelques kilomètres entre Florence et la mer se trouve la ville de Lucca. Et à Lucca, il y a une cathédrale, la cathédrale Saint-Martin, qui a été construite au XIIIe siècle. Donc vous voyez, là, on est dans un style roman, c'est quasiment du roman baroque. Et vous avez dans la partie basse, de part et d'autre de la porte principale, toute une série d'écussons. Vous en avez un là, etc. Des grandes familles qui ont participé à la construction. Et en haut, dans la partie haute, vous avez celui-ci, où il est question d'un certain Jacob, dont il faut se souvenir. Et donc, ce Jacob a dû jouer un rôle absolument décisif au moment de la construction de la cathédrale, même si l'histoire a oublié son nom. Et le fait que l'inscription soit en arménien est quelque chose de tout à fait extraordinaire, parce qu'à cette époque-là, la seule langue qui pouvait être utilisée sur les églises latines était le latin. Et donc, le fait qu'on ait accepté de laisser ce Jacob écrire une inscription le mentionnant en arménien souligne assez le rôle tout à fait éminent qu'il a dû jouer. Dans la même ville, il y a une autre église que vous avez sous les yeux, l'église du Forum, l'ancien Forum romain, où au XIe siècle, dans la deuxième partie du XIe siècle, un pèlerin arménien voulant aller à Saint-Jacques-de-Compostelle et prénommé Davino est mort. Et autour de cette église et du corps de ce Davino, bientôt canonisé par l'évêque, va se développer toute une dévotion locale de ce saint pèlerin. Je note simplement que Lucca a souvent été en opposition avec Florence, notamment à cause des problèmes internes à l'Italie et de l'influence très forte à Lucca des Milanais.
milanais avec lesquels Léonard a traité pendant une grande partie de sa vie. Donc je continue en continuant vers le nord, ou près de Mantoue, où Léonard a séjourné quelques mois entre 1499 et 1500, on a le monastère de San Benedetto Po. Et dans le monastère de San Benedetto Po, nous avons un autre pèlerin arménien, Siméon, qui est venu mourir en ces lieux en 1016, après avoir effectué un long pèlerinage dans tout le monde latin, qui l'a amené à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Tours et peut-être à Maastricht. En tout cas, les fresques que vous voyez sous les yeux, là, qui sont les fresques du cloître, ont été réalisées à l'époque du passage de Léonard, dans la première partie du XVIe siècle. Et ce saint a fait l'objet d'une vie, la Vita Sancti Simeoni Monachi, qui a été publiée à Milan en 1494, alors que Léonard était présent dans cette ville. Donc, on pourrait multiplier comme ça les éléments de dévotion orientale qui étaient manifestes dans l'Italie contemporaine de Léonard. Là, je vous montre une église de plan oriental à Milan, une inscription d'un pèlerin arménien dans la grande cathédrale de Milan, l'église Saint-Ambroise, et on en vient maintenant à quelque chose de beaucoup plus important, qui est la culture biblique. Même s'il maîtrisait mal le latin, Léonard, comme tous les gens de son époque, allait tous les dimanches à l'église et ne pouvait pas ne pas entendre parler de l'arche de Noé, du mont Ararat et de toute l'exégèse populaire qui venait depuis le Moyen-Âge assimiler le mont Ararat à l'Arménie. Et donc, je vous ai mis une phrase de Jérôme, le traducteur et réviseur latin de la Bible, qui assimile le mont Ararat à l'Arménie. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'on a donc cet héritage médiéval, la dévotion contemporaine des saints dont je vous ai parlé, et tout cela crée un terreau qui, pour la totalité des gens des 15e, 16e et 17e siècles, va permettre d'appréhender les réalités orientales avec une certaine vision, une certaine orientation. Donc ça, c'est le pan de la culture religieuse reçue de Léonard. Nous avons ensuite la culture livresque, la culture intellectuelle, la culture héritée de l'Antiquité. Comme je vous l'ai dit, c'est un enfant illiteratus, c'est-à-dire qu'il ne connaissait pas le latin. Et il va faire des efforts considérables pendant toute sa vie pour acquérir la connaissance du latin et un petit peu du grec, et pour avoir accès au trésor de l'Antiquité. Et on a une liste de ses écrits, une liste de sa bibliothèque dans le deuxième codex de Madrid, où on voit que dans la deuxième partie de sa vie, il a une bibliothèque de 200 ouvrages, ce qui est pour l'époque une bibliothèque absolument considérable. On voit qu'il lit Pline l'Ancien, l'encyclopédie de Pline l'Ancien, son histoire naturelle, la géographie de Ptolémée, dont vous avez ici une représentation imprimée contemporaine, toute une série d'auteurs de l'Antiquité, Plutarque, Platon, etc., des auteurs du Moyen-Âge et des auteurs plus contemporains de son époque, notamment des gens qui ont écrit sur les sciences. Mais un des ouvrages qui a été les plus importants pour lui, c'est peut-être la partie qui lui manquait le plus, qui était le plus éloignée de sa formation initiale, qui est la philosophie. Et justement, à Milan, dans les années où il y vit encore, il y a un cercle de platoniciens qui se constitue, dont le grand nom est Marsile Ficin, autour de la lignée régnante des Médicis. Et Marsile Ficin fait paraître en 1482
la théologie platonicienne de l'immortalité de l'âme, l'année où Léonard quitte la ville. Mais c'est un ouvrage qui va avoir un succès considérable et on est à peu près certain qu'il l'a connu et peut-être même, le texte n'est pas complètement clair donc je ne l'affirme pas, mais qu'il l'avait dans sa bibliothèque. Et ce traité est quelque chose de tout à fait essentiel parce que Marcille Ficin essaye d'intégrer la philosophie platonicienne à l'héritage chrétien. Et donc, il y a une relecture très large de la plupart des écrits de Platon, et notamment du livre 10 de la République. La République, vous le savez, est un des livres clés de l'œuvre de Platon, et le livre 10 en particulier traite de l'immortalité de l'âme. Et quand, ça c'est un cas d'école pour Platon, quand il y a un grand problème fondamental, Platon ne l'explique jamais de manière conceptuelle. Platon utilise un certain nombre de mythes pour amener le lecteur à comprendre. Et l'immortalité de l'âme, évidemment, est un problème majeur. Et Platon, par la bouche de Socrate, utilise pour expliquer que l'immortalité de l'âme est un fait, un mythe. Et c'est le mythe de Her l'Arménien, qui est un soldat de Pamphylie, qui meurt, qui va aux enfers et qui, au bout de quelques jours, renaît et explique ce qu'il se passe de l'autre côté du Tantale. Et ce personnage de Her l'Arménien trouve un écho direct dans la mythologie arménienne et le mythe de Her l'Arménien, qui est un des grands rois mythiques des débuts de l'histoire de ce peuple, et qui lui aussi est tué et revient à la vie au bout de quelques jours. En tout cas, le mythe de Her est étudié tout au long du livre 18 de la théologie platonicienne de Marcille Ficin et devait sans aucun doute faire partie de l'actualité intellectuelle du milieu platonicien autour des Médicis, auquel Léonard a été confronté. Malheureusement, les carnets, dans leur partie éditée, s'ils s'ouvrent sur un chapitre intitulé Philosophie, n'ont que très peu d'éléments réellement philosophiques. Et quand on lit ce chapitre, on est un petit peu étonné, voire déçu de leur contenu. Et la raison est que très vraisemblablement, comme je le disais à l'introduction, on a perdu une bonne partie des écrits philosophiques de Léonard. En tout cas, le fait est que, comme Marcille Ficin, Léonard cherche à réunir le christianisme, la philosophie grecque et notamment le platonisme, et, c'est son originalité, les observations issues de l'expérience. Et il cherchera toute sa vie, sur la base de son expérience, à faire cette synthèse. Et on verra un peu plus tard que l'Arménie va énormément l'intéresser dans le cadre de cette synthèse philosophique. Donc ensuite, au-delà du platonisme, les contemporains italiens de Léonard, quand ils pensaient à l'Orient, évidemment, ils pensaient à Venise. Et alors pourquoi je ne peux pas passer à la diapositive suivante? Excusez-moi une seconde. Hop. Voilà. Il pensait à Venise, disais-je. Et Léonard a eu une relation particulière avec la Sérénissime. Quand, en mars 1499, un retournement d'alliance oblige son protecteur, fait perdre le pouvoir à son protecteur, Sforza, il est obligé de fuir et il va se réfugier à Mantoue, où, je le rappelle, le souvenir de l'ermite arménien Siméon était vivace, et il va jusqu'à Venise. Et les Vénitiens, dans les premiers mois de l'an 1500, vont l'utiliser, vont lui demander de réfléchir à la manière de défendre la lagune contre une attaque des Turcs.
ottoman. Et on a un rapport sous forme de lettres dont je vous voyais les premières lignes. Et son idée est que si on veut attaquer l'Italie du Nord, on est obligé de traverser le fleuve Yonne, qui est ici en rouge. Et donc, il invente toute une série de mécanismes pour retenir l'eau du fleuve et noyer l'armée d'invasion ottomane sous un mur d'eau. Heureusement, les Ottomans ont la bonne idée de ne pas attaquer et le Sénat vénitien ne donne pas suite à cette proposition. C'est à peu près à la même époque où on a un témoignage extrêmement intéressant, celui d'un luthier qui écrit à une des grandes femmes de l'Italie de cette époque, Isabelle d'Este, et il lui écrit « Très illustre dame, je vous envoie par ce courrier un excellent luth en bois de noyer, selon le type espagnol. Il me semble avoir le plus beau son que j'ai jamais entendu. » Et c'est là où ça nous intéresse. Léonard de Vinci est à Venise, m'a fait voir un portrait de votre Altesse. Le portrait, vous l'avez de l'autre côté, très exact, comme ressemblance et si bien exécuté qu'il ne serait pas possible d'atteindre un meilleur résultat. Et là encore, le portrait ne sera jamais exécuté, achevé, à la fois parce que le résultat n'était pas aussi bon que ce que Léonard espérait, et à la fois, il ne faut pas hésiter à le dire, parce que la dame Isabelle avait un certain caractère qui a fait quelques étincelles avec celui de Léonard. Il y en a plein d'autres. En tout cas, à cette époque-là, se place la possibilité d'avoir un embarquement de Léonard depuis Venise vers l'Orient. Mais, comme je vous l'ai dit, je n'en tire pas argument. Pendant son séjour à Venise, par contre, Léonard a été confronté avec toute la bigarrure orientale de la Sérénissime, où il y avait autour de 1500, je vous le rappelle, un quartier juif, un quartier grec et bien sûr un quartier arménien. Ce quartier était installé depuis le XIIIe siècle à quelques centaines de mètres du palais des Doges et de la place San Marco, comptait une église et divers appartements pour cette communauté. Et c'est là, quelques années après, en 1511, que fut imprimé le premier livre en lettres arméniennes, l'Urbatakirk, par un certain Jacob Meraba. Il y a d'autres éléments qui lient l'identité vénitienne à l'Orient et auxquels Léonard, qui était si amateur de chevaux, n'a sans doute pas échappé. Et vous savez tous qu'au-dessus de la cathédrale, il y a le fameux quadrige qui est un extraordinaire quadrige de bronze de l'Antiquité, et un historien contemporain de Léonard, qui a vécu quelques années après, puisqu'il a publié son Histoire de Venise en 1558, explique que les 4 chevaux de bronze ont été donnés autrefois par Tiridate, roi d'Arménie, à Néron. Ils furent ensuite emportés par l'empereur Constantin à Byzance et arrivèrent enfin à Venise à l'époque du pillage de Constantinople en 1204. Donc, on a un certain nombre de nombreux croquis, de manière générale, de chevaux, dont un certain nombre peuvent être rapprochés du fameux quadrige de San Marco. En tout cas, à Venise, pendant les quelques mois qu'il y passa, Léonard a été en relation directe avec un héritage des différents peuples de l'Orient qui était vivace et qui lui a peut-être permis de réactiver à la fois le savoir livresque issu de la tradition biblique et celui de la dévotion populaire des différentes villes que j'ai évoquées. Il y a également, tout au long de l'époque, tout au long de la vie de Léonard, je t'interromps. On ne voit pas de documents sur l'écran. Ah, vous ne voyez pas de documents sur l'écran. Vous ne voyez pas la monnaie? Non, on ne voit rien.
Ah bah oui, vous faites bien de On voit ton beau visage, c'est tout. Ça n'a aucun intérêt là tout de suite. Et là, est-ce que Voilà. c'est mieux? Oui, ça Là, y est, oui. c'est bon. Hop, voilà. Ok, alors on continue. Là, vous avez donc le sesterce de Néron avec au-dessus le fameux quadrige que l'on croit être celui qui a été offert par Tiridate quand il est venu se faire couronner en 66. Je disais donc maintenant que un certain nombre d'orientaux réels ont été confrontés, enfin ont pu être rencontrés par Léonard. Et il y a quelques années après une offre de service que Léonard écrit en 1502 ou en 1503 au sultan ottoman Bajazet. Et Léonard pense se mettre à son service. Il écrit une lettre qui a été perdue en italien, mais vu l'état de ses carnets, ça ne vous étonne plus. Par contre, on l'a retrouvé en ottoman et ça a été publié en 1952 avec une traduction allemande. Et donc, il proposait au sultan de faire un immense pont au-dessus de la mer de Galata à Istanbul. Le sultan n'a jamais répondu, mais il a commencé à faire des esquisses dont vous avez un exemple ici. Ici, je reviens. Un exemple ici avec les dimensions qui lui semblaient nécessaires. C'est à cette époque aussi où il s'intéresse particulièrement à l'ottoman et une thèse voudrait qu'il ait appris l'ottoman. Voilà. Donc, autre élément, autre relation avec les orientaux, ce sont plutôt ces trois esquisses que l'on rencontre dans un cartouche isolé, aujourd'hui conservé à la bibliothèque de Turin, où on voit trois esquisses d'un même personnage que l'on peut interpréter comme un négociant arménien. Parce qu'il est absolument certain, donc cette interprétation a été proposée par le fameux docteur Richter dont je parlais et confirmée par un immense historien de l'art du début du XXe siècle, Joseph Strigowski. En tout cas, il est absolument certain que Léonard a dû s'intéresser à ces négociants orientaux pour obtenir des pigments, pour obtenir des productions orientales, notamment le fameux bol d'Arménie qui était utilisé par les peintres et qu'il mentionne dans ses carnets, le kermès que j'ai mentionné en bas, et particulièrement l'eau de rose, parce que Léonard, et c'est un aspect qui est relativement peu connu de sa personne, était très soucieux de sa personne, et on a conservé toute une série de recettes de parfums, de ce qu'on appellerait aujourd'hui des déodorants, des shampoings, des produits à se mettre dans la barbe pour qu'elle sente bon, et également des boissons. Et parmi les boissons, il y en a une qui est présentée, vous le voyez ici, à côté de la figure avec un N, et on a ici un tout petit carré. Donc là, on est dans une page qui traite de géométrie, de symétrie et de choses comme ça. Et vous avez dans un petit coin cette idée, cette recette, sucre, eau de rose, eau fraîche, et tout cela donne la boisson des Ottomans en été. Où est-ce qu'il a appris ce truc-là? D'où est-ce que ça sort? Personne ne peut le dire. Mais vraisemblablement, ça vient de ses relations avec ses négociants, ou en tout cas avec ses orientaux. Autre élément important, dans toutes les villes que Léonard a fréquentées, il y avait, au-delà du simple quartier des négociants arméniens de Venise, il y avait bien sûr des Byzantins rescapés du désastre de Constantinople, mais plus fréquemment encore des religieux arméniens. Et nous avons une carte qui a été dressée des différentes villes d'Italie centro-septentrionale où on avait ces religieux arméniens, et on doit
à Monseigneur Boros Levon-Zekian une enquête très précise publiée en 1978 sur la présence de ces religieux arméniens au XVe et XVIe siècle. Et parmi ces divers religieux, il y avait notamment à Rome un monastère très ancien. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il a été fondé, mais au 7e siècle déjà, on avait un monastère arménien à Rome. On a toute une série de colophons, de manuscrits qui ont été copiés dans ce monastère. Et au-delà de Rome, à Florence, sa ville, on a évidemment, sans doute, le souvenir du Concile de Florence tenu en 1439, donc quelques années avant la naissance de Léonard. Donc le Concile de Florence pour essayer de réunir tous les chrétiens d'Orient à Rome. Et une des dernières sessions du Concile de Florence est la session le 22 novembre avec les envoyés du Catholicos Constantin VI, qui fait l'objet d'une bulle où on essaye d'avancer vers la réunion. Les aspects théologiques n'ont probablement pas beaucoup intéressé Léonard, mais ce concile a été illustré par de nombreux peintres et il n'est pas envisageable que Léonard n'en ait pas entendu parler. Florence est également une ville importante pour un ordre catholique arménien, celui des Basiliens, fondé au Moyen-Âge, vers 1321, et qui se réunissait régulièrement dans les villes d'Italie pour leur chapitre annuel. Et à Florence même, ils ont tenu leur chapitre général en 1463, 76 et 83. Oui, par contre, à Mantoue. Donc, j'ai déjà parlé du souvenir de Siméon. Et à Milan, les mêmes moines basiliens se sont réunis en 1492, 1501, 1507, 1518, années durant lesquelles le maître était présent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans l'univers visuel, dans l'univers mental de Léonard, tout au long de sa vie italienne, il a pu rencontrer des orientaux, religieux, négociants et autres, pour s'informer des choses de l'Orient. Et que cette rencontre était un fait aisé. Donc, on va quitter la partie, comment je vais formuler, générale de la vie de Léonard pour arriver à quelque chose qui est beaucoup plus spécifique à lui et un petit peu à son génie propre. Et donc, le génie propre de Léonard va apparaître dans un axe très important qui est l'architecture. Donc, je vous ai mis là un certain nombre d'esquisses tirées du Codex Atlanticus. Et il a travaillé sur les esquisses à deux moments de sa vie. Au début, quand il était jeune, en 1487 et 8, et en 1505-1510. Et de manière générale, il a un intérêt constant tout au long de sa vie, pendant au moins 25 ans de sa vie, sur les questions d'architecture. Vers 1505-1510, il est consulté par la loge de Milan, c'est-à-dire les laïcs qui terminent de construire la cathédrale, pour savoir comment terminer le Duomo, la coupole de la cathédrale. Et il amène une première fois son expérience en s'inspirant de ce qu'a réalisé Filippo Brunelleschi à Florence, dont vous voyez là des esquisses de Léonard qui reprennent le Duomo de Florence. Et de manière générale, dans cette discussion, il est assez proche des positions de Bramante. Bramante, qui est l'architecte de la cathédrale de Saint-Pierre de Rome, est un architecte extraordinaire qui souhaite
clore, qui souhaite achever la période gothique de l'architecture sacrée occidentale. Et donc, il cherche un nouveau type de plan et se tourne vers les plans centrés, les plans orientaux. Et là où donc on est, si vous voulez, dans quelque chose qui est assez bien établi, qui est assez connu, mais l'idée générale de dépasser le gothique par le plan central, si vous voulez, est assez généralement acceptée. Là où Léonard va pouvoir avoir un apport, va dépasser ce cadre, c'est dans les plans dont il va s'inspirer. Et on a un certain nombre de plans dans le manuscrit B de l'Institut avec des esquisses particulièrement intéressantes. Là, vous avez une esquisse, une des premières, où on voit le plan des églises gothiques, et au bout de l'église gothique, il insère un chœur tout à fait oriental. Et cette réflexion est une grande constance. Je vous le disais tantôt, sur plus d'une vingtaine d'années, il va travailler en ce sens. Donc là, on revoit la nef gothique et il travaille à ajouter du plan centré, il travaille à ajouter une nouvelle dimension pour transformer complètement la structure de l'Église. Et donc l'apport va être, je le disais, sur le type de plans dont il va s'inspirer. Et il s'inspire de manière caractéristique de deux types de plans arméniens. Le plan à carré tétraconque et 4 piliers, dont le monument le plus célèbre est la cathédrale d'Etchmiadzin, et je fais un tout petit peu vite, voilà, et le plan des églises polyconques, dont je vous ai mis quelques exemples de l'époque paléochrétienne. Et là, si on prend le folio, je n'ai pas noté le folio, mais sur cette page du manuscrit B de l'Institut, on reconnaît ici le plan de l'église d'Etchmiadzin, repris là, repris là, repris là. Et là où Léonard est Léonard, c'est-à-dire où il y a vraiment une dose de génie, c'est qu'il reprend les absidioles, il reprend les détails, et il recrée sur ces détails qui généralement sont pas tellement développés, il recrée sur ces détails un autre plan d'église. Et ça, c'est vraiment voilà, quelque chose qui se voit très bien sur le folio 3, où on reconnaît ici le plan de type Etchmiadzin, et là, on a des polyconques, ici, ici, ici. Donc, on a plus de 20 pages du manuscrit B et d'autres feuillets de Léonard où il fait ce travail de réflexion. Et celui-ci est particulièrement intéressant parce qu'on est dans la situation inverse. On part d'une polyconque et au sein de la polyconque, chaque conque individuellement est traitée sur la base du plan d'Etchmiadzin, du carré tétraconque. Si on va un cran plus loin, donc bon là, il essaye d'adapter ça pour les édifices civils, on passe. Là, c'est la même réflexion, on passe. Là, c'est très intéressant parce qu'il commence à essayer de réfléchir à l'élévation. Vous voyez, là, on a une élévation, là, on a une élévation, et là, on retrouve le plan de base qu'il a dessiné des dizaines et des dizaines de fois en s'inspirant de manière étonnante du type de l'architecture d'Etchmiadzin. Là, c'est la même chose. Et là, je vous ai mis celle-là uniquement pour vous montrer la difficulté à gérer ces carnets. Architecture, hydraulique, polyurcétique, défense des plateformes, des places fortes. On revient à l'architecture, hydraulique, et là, on a deux textes qui n'ont absolument rien à voir avec rien. On continue avec une nouvelle variation sur ce plan centré et peut-être le plan le plus intéressant. Donc voilà, là on continue, j'avance parce que l'heure tourne. Voilà, le plan le plus intéressant est au folio 104 du
Codex Atlanticus, où on a l'élévation de l'intérieur, qui est l'élévation la plus complète qu'il n'a jamais donnée. Donc là, on a une partie du plan, à quoi ça ressemblait dans son esprit à l'extérieur. Là, on en a plusieurs, mais l'autel et l'espace intérieur du cœur, c'est manifestement le degré le plus abouti de sa réflexion. Donc là, vous avez l'ensemble de la page, et tout cela nous pose une question importante, qui est que quand on regarde les élévations qu'il a réalisées, elles ne ressemblent absolument pas à la réalité de l'architecture arménienne. Et c'est pour moi un argument majeur pour dire que ce n'est pas quelque chose qu'il a vu de visu, mais quelque chose dont il a entendu par ouï dire, par les religieux, par les marchands, etc. Donc c'est un argument d'une force limitée dans le génie de Léonard transformer tout ce qu'il touchait, mais c'est quand même un argument qui me semble pouvoir être invoqué dans l'idée d'une transmission indirecte du savoir architectural arménien vers l'Italie de la Renaissance, et en tout cas l'œuvre de Léonard. J'ajoute qu'aucun de ces édifices, de manière générale, aucune réalisation architecturale de Léonard n'a réellement été exécutée. Donc on en vient tout doucement vers la troisième partie. Donc la troisième partie, qui est peut-être la plus intéressante, c'est sa relation fascinante à cet Orient, qui, comme je vous l'ai dit, avait comme modèle la description du monde de Pline et surtout de Ptolémée, dont on sait par le Codex de Madrid qu'il les connaissait, qu'il les a lus et même annotés, mais il va beaucoup plus loin que répéter ce que disent les auteurs antiques. Il y a un certain nombre de citations qui sont tout à fait troublantes. Par exemple, on a dans le manuscrit L de l'Institut, que vous avez là reproduit, une mention tout à fait étonnante. Quand j'étais en mer, à égale distance d'une rive plane, donc on y regardait le sud de l'île de Chypre, et d'une montagne du côté du rivage semblait beaucoup plus lointain que celui de la montagne. Donc il a dans le dos la Manus, il est en train de voyager entre le sud de la Cilicie et le nord de Chypre, et il se rend compte effectivement, comme il y a un passage analogue dans le manuscrit de Windsor que vous avez dessous, en quittant la Cilicie vers le sud, tu découvres la beauté de l'île de Chypre. Et dans la partie nord, surtout ce qu'il découvre, c'est l'effet trompe-l'œil, où la montagne élevée paraît beaucoup plus imposante que la montagne du nord de Chypre. Donc ce passage pose un problème tout à fait majeur, parce qu'on n'a trouvé dans aucun voyageur occidental antérieur à Léonard, dans aucun voyageur oriental venant en Occident, ce passage. Donc, certains utilisent cet élément-là comme un argument très fort pour prouver que Léonard est allé en Orient. Là, il me semble que une médiation par un de ces orientaux suffit à expliquer cela, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est une médiation qu'il a complètement intériorisée quand j'étais en mer. Et donc, il s'est fait mettre le voyageur. Donc, on peut aller à... Ah oui, ce voyageur, disais-je, et ce voyage, pardon, est tout à fait plausible, que ce soit par un oriental ou par un occidental, parce qu'à cette époque-là, l'île de Chypre, vous le voyez, faisait partie de l'empire maritime de la Sérénissime. Et donc, il y avait pratiquement chaque semaine des navires qui faisaient la liaison entre Venise et Chypre, en tout cas à la belle saison. Donc, les relations étaient tout à fait aisées et régulières. Ensuite, on en vient à un autre aspect tout à fait étonnant de l'œuvre de Léonard. Je vous ai dit qu'il avait des intérêts extrêmement variés, et il a particulièrement un intérêt pour l'eau
et tous les phénomènes liés à l'eau. Dans ces carnets, on a 3 chapitres liés à l'eau qui totalisent 150 pages, c'est-à-dire plus du 10e de ses écrits conservés. Et on a même le plan du traité sur l'eau qu'il projetait d'écrire. Et par exemple, voilà, donc, il dit dans un de ses écrits, tu penses bien que depuis le temps que coulent le Tigre et l'Euphrate, des sommets des montagnes d'Arménie, on peut supposer que toute l'eau de l'océan y est passée un grand nombre de fois. Autre aspect de son intérêt pour l'eau, c'est la question de l'érosion. Et il a été un des premiers à essayer de comprendre les fossiles de coquillages que l'on trouvait au-dessus des montagnes comme le témoignage d'un cataclysme dans les siècles passés. Et ce témoignage, on l'a situé. Il y a quelqu'un, un enfant, bon, je ne peux pas couper le son. Je m'en excuse. Enlever l'enfant, il faut enlever l'enfant. Si la personne peut couper le micro, je pense que ce sera plus confortable pour tout le monde. Donc, je reviens à mon sujet. Je disais que il est, par exemple, il s'est baladé dans la montagne de France et il a ramassé des cailloux, des fossiles, notamment à San Tedesco, où il se pose la question de ces fossiles sur les hautes montagnes. Et cela l'amène à poser se poser la question du déluge biblique. Et je vous lis ce passage. Si le déluge au temps de Noé fut universel ou non, il semble que ce ne fut pas le cas pour des raisons qui nous posent. Il est dit dans la Bible que le déluge dura 40 jours, 40 nuits de pluie continue et universelle, et que l'eau s'éleva de 10. Est-ce qu'on peut couper le micro? On n'entend rien. Là, il se passe quelque chose. Alors, attendez, je recommence. Non, Maxime, on t'entend, c'est juste le bébé qui pleure. Oui, je suis bien d'accord. Hop. On partage. C'est bon pour tout le monde? Là, vous voyez le texte? Non. Là, vous ne voyez pas le texte? Non. Alors, voilà. Voilà. Donc, en tout cas, il se pose la question du déluge biblique et du fait qu'il fut universel ou pas, et du fait que peut-être c'est le déluge qui a amené les fossiles à se trouver un petit peu partout sur les montagnes. En tout cas, il y a une discussion sur les inondations, sur le déluge et leurs terribles conséquences. Et ça, c'est un point absolument décisif de la réflexion, de la pensée de Léonard et de sa fascination pour le déluge et les cataclysmes. À la fois d'un point de vue scientifique, c'est un des premiers à décrire le cycle de l'eau de manière à peu près correcte, et à la fois d'un point de vue spirituel et mystique, d'où son intérêt, notamment pour le massif du Taurus. Parce que nous avons ici une description, un schéma sur les monts du Taurus. Et les monts du Taurus sont longuement décrits par Léonard sur l'équivalent d'une dizaine de pages de ses carnets dans la partie publiée et toute une série de détails étonnants. Par exemple, là, il donne une date d'un tremblement de terre qui ouvrit les abîmes de la mer, etc. Donc, un tremblement de terre absolument cataclysmique, comme le Moyen-Orient en connaît malheureusement périodiquement.
une crue en Cilicie et dans les montagnes d'Arménie dans un autre passage. Et donc on a de nombreuses mentions de cette géographie cataclysmique du Moyen-Orient qui l'a fasciné, qui l'a vraiment profondément intéressé parce qu'il pensait que cette géographie cataclysmique le ramenait un petit peu au moment du déluge biblique et lui permettait de revenir un petit peu à l'époque de Er l'Arménien, le héros de Platon. En tout cas, on a 3 textes absolument étonnants dans l'œuvre de Léonard. Donc là, vous voyez un des cartouches de déluge. Donc, 3 lettres absolument étonnantes où Léonard s'imagine être en Arménie et se vit comme prophète. Et donc, ces 3 lettres, vous en avez un extrait ici. Donc là, c'est le schéma de cataclysme qui est à côté, au milieu de la lettre. Et là, il est question ben voilà, je vous lis le début de la lettre. Donc description du Taurus, etc. Me trouvant dans cette région d'Arménie pour remplir avec amour et zèle, etc. Donc là encore, me trouvant, j'entrais dans la cité de Kalindra. Cette ville est située dans la partie maritime du côté du Taurus, séparée de l'Euphrate, et regarde vers le mont Taurus, etc. etc. L'extrême blancheur de la pierre fait briller d'un vif éclat, et pour les Arméniens ces parages, elle est comme un beau air de lune au milieu des ténèbres. Et donc il décrit au début cette très belle région, les montagnes extraordinaires, très hautes, et il fait toute une série de réflexions sur les montagnes du Taurus. Dans la deuxième lettre, il parle toujours à un dignitaire oriental que l'on n'a pas clairement identifié. Troisième lettre, il continue, et là arrive la question du cataclysme. Et toute la fin de la lettre est une description de son témoignage, de sa vie, au milieu de ce cataclysme majeur dans les monts du Sud Taurus. Là, donc, vous avez la totalité du corpus. Ces jours passés, j'ai connu tant d'ennuis, de peurs, de dangers, de maux, avec les malheureux habitants de ce pays, que nous avons été jaloux des morts. Et il termine par la partie que vous avez sous les yeux, qui est un peu, pour lui, une expérience initiatique durant laquelle il endure toute la fureur des éléments, la tempête, un déluge soudain submergea la partie basse de la ville, et il s'ajouta une pluie subite où un flot ravageur d'eau, de sable, de boue, de pierre, tout mêlé de racines, de souches, de buses, de toutes sortes d'arbres, tout volé par les airs et s'abattait sur nous. Finalement, un grand incendie éclata, etc., etc. Et donc, on a dans cette description absolument extraordinaire une expérience que Léonard se dit avoir vécue, imagine avoir vécu, et qui, quelque part, fait de lui, comme il le dit lui-même, le nouveau prophète, le nouveau philosophe qui va servir de modèle, qui va servir de borne à une certaine forme de modernité. Et c'est tout à fait étonnant, et au sens premier du terme extraordinaire, que ce soit du vivant de Léonard, que le personnage de Léonard serve de modèle pour le personnage de Platon dans l'école d'Athènes réalisée par Raphaël. Et ce statut de philosophe, ce statut de nouveau prophète, il est tout à fait étonnant que Léonard, quelque part,
estime l'avoir atteint dans ce cataclysme primordial au sud des montagnes d'Arménie. Et en tout cas, c'est cette nouvelle figure de philosophe qui fait que 500 ans après sa mort, nous le célébrons encore comme un être d'exception et quelque part comme une anticipation de l'homme moderne. J'en ai terminé et si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Hop. Hop. Voilà. Je rétablis pour ce que je peux le son. Et si vous avez quelques questions, nous pouvons prendre le temps d'essayer d'y répondre. Maxime, est-ce que tu as enregistré tout ça? Oui. D'ailleurs, il faut que j'arrête.